Sweep, la parole est aux danseurs hip-hop. Yo 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 Yamanocourt, aka l'aquaplaning du hip-hop, comment ça va? Écoute, ça va, ça plane plutôt bien, tout va bien. Chouette. On est très content de te recevoir. Avant de démarrer la conversation, bienvenue à ceux qui nous écoutent. Et je rappelle que le podcast s'appelle Sweep et qu'il est disponible sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Deezer. Voilà. Donc bienvenue à tout le monde. On reçoit Yaman, qu'on est très content d'avoir pendant une petite heure. Et peut-être que pour démarrer, Yaman, tu peux te présenter? Alors, ok, donc Yaman, Yamson, Yamsonite. J'ai 44 piges, ouais. Et voilà, je danse depuis 1996. Et voilà, depuis, c'est passé énormément de choses. On imagine d'ailleurs, on se demandait comment retracer ton parcours sans que ça nous prenne l'heure entière parce qu'on aimerait parler de plein de choses avec toi. Et du coup, on se disait que peut-être une manière de déjà faire un petit état des lieux, c'était de savoir ce que c'était que ta vie aujourd'hui. Parce qu'on a fait un calcul, ça fait 25 ans que tu Ouais. danses. Et du coup, depuis que tu as démarré la danse, entre la période très très break, la période où tu t'es retrouvé chorégraphe pour tout un tas d'échelles de spectacles différents, de créa hip-hop avec tes potes, à des créas pour le Cirque du Soleil ou Madonna, à maintenant des choses que tu fais aujourd'hui, la photographie, il y a beaucoup de choses. Mhm. Et nous, on se demandait comment faire un tri là-dedans. Et du coup, on se disait que peut-être déjà, tu pouvais nous dire qu'est-ce que c'est que ta vie aujourd'hui à travers tous les trucs que tu fais, ton quotidien aujourd'hui, ce à quoi tu dédies de l'énergie en ce moment, c'est Bah, quoi? aujourd'hui, je suis papa de deux enfants. Et, et donc, je suis beaucoup avec mes enfants, avec ma femme. Je passe énormément de temps avec la famille. Donc, moi, j'ai misé vraiment sur avoir le temps. Voilà, j'investis beaucoup sur ça. Et après, quand ça me vient, soit je vais faire une photo, soit je vais danser, soit je crée un petit truc, voilà, via mon téléphone ou voilà, je m'amuse. En fait, je planifie vraiment rien, sauf quand on me propose des jobs. Donc, j'ai encore la chance d'avoir pas mal de propositions pour plein de choses différentes, que ce soit en danse, pour des marques. Aujourd'hui, c'est ça ma vie. C'est vraiment, je prends comme ça vient. Je planifie pas forcément, rarement. Et voilà, je me laisse porter. Mais là, avec tous les projets que tu as fait, tu as réussi plein de choses, des battles, des chorégraphies, tout ça. Tu as encore des objectifs dans la danse? Bah, des objectifs dans la danse, oui, il y en aura tout le temps. Euh, moi, mon but, c'est vraiment de me retrouver dans les projets qui me ressemblent. En fait, c'est d'être au bon endroit et à la bonne place. Voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas une question de ouais, cette marque, ouais, cet événement. Je m'en fous, en fait. C'est vraiment d'être en accord avec moi-même, mes principes artistiques, mes principes humains, tout ça. Et ouais, vraiment d'être au bon endroit au bon moment. Voilà. Et du coup, tu as réussi à établir une sorte de grille d'évaluation, parce que j'imagine qu'entre tout ce qu'on te propose, tu as dû essayer de te demander comment faire pour que ça soit en accord avec tes valeurs, mais à la fois, j'imagine que financièrement, il faut bien vivre, et à la fois, j'imagine qu'il faut pas que ça te prenne trop de temps pour pouvoir être avec ta famille. Mhm. Tu fais comment pour jauger les moments où tu dis oui à un projet, les moments où tu Bah, dis je vous non? donne un exemple. J'ai été sollicité il y a pas longtemps par une marque d'alcool. C'était très bien payé. Mais bon, voilà, j'avais pas trop envie de faire la promo de l'alcool, même s'il fallait que je danse. Donc j'ai refusé parce que j'ai pas envie de promouvoir de l'alcool. Et ça a rien à voir avec les religions ou rien à voir, mais vraiment pas. C'est juste que voilà, l'alcool c'est un truc bah, qui tue, qui nuit. Et je me sentais pas à l'aise avec ça. Et voilà, après, euh, ouais, c'est vraiment le timing. Comment dire, je calcule vraiment rien.
Les gens, la majorité des gens, ils pensent vraiment que je suis super minutieux sur ci, sur ça, alors que pas du tout. Je suis en freestyle complet depuis le début de ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et tu disais que tu avais qu'on te contactait quand même pour quelques projets et tout ça. Là, dernièrement, c'est quoi les projets qui vont te prendre pas mal Alors de temps, là, j'imagine? dernièrement, j'ai fait un truc avec une très grosse marque de montres de luxe. Moi, je suis fan de montres. J'adore les montres. J'ai toujours adoré les montres. Et donc, du coup, là, bah, c'était parfait pour moi parce que c'est quelque chose que j'aime. Je connaissais cette marque, mais pas en profondeur. Donc, je suis allé à la manufacture, j'ai vu les horlogers, je suis allé à la haute horlogerie, j'ai vu comment ils travaillaient, la conception d'une montre. Enfin, c'était fascinant. Et moi, depuis toujours, quand je crée une chorégraphie, j'ai toujours été inspiré par les mécanismes, et notamment celui des montres, de l'horlogerie. Donc, c'était parfait, j'ai adoré. C'était le dernier projet, là, c'était il y a quelques semaines. Et il y en a d'autres qui arrivent là pour du mobilier, donc notamment des canapés. Parce qu'à force de poster des trucs sur Insta où je danse sur des canapés, ben, ils ont fini par me contacter. Donc c'est cool, tu vois, ça va avec ce que je suis, ce que je fais en fait. Ça me donne envie de te poser une question. Il y a, tu sais, il y a plein de chorégraphes ou de danseurs qui défendent l'idée que la danse, ça sert à dire des choses très précises, qu'il faut qu'elle soit mise sur un piédestal. Et ce que j'aime bien avec toi, c'est qu'en effet, tu te permets de mettre de la danse dans tout un tas de choses et en acceptant des trucs comme une pub pour des canapés, tu te dis que oui, ça peut avoir de la danse, une place dans une pub avec pour des canapés. Mais Toi, est-ce que tu penses que la danse a sa place n'importe où? Est-ce que tu penses qu'elle a une place dans un endroit plutôt élitiste? Tu te places comment? alors, le, non, l'élitisme déjà, ça me répugne, voilà, je le dis. Non, moi, je pense que la danse, et surtout la nôtre, hein, pour parler de break, elle est tout terrain, elle peut aller partout, elle s'adapte à tout. Euh, voilà. Après, moi, ça m'éclate de pouvoir ouais, pas de la transformer, mais en tout cas peut-être de poser cette danse euh, dans des endroits un peu inattendus, tu vois, de se dire, ouais, ouais, on peut quebrer sur un canapé, ouais. Ouais, on peut faire quelques mouvements de break avec une grosse éponge aussi, ouais, je l'ai déjà fait. Mais ouais, y a pas de limite. Pour moi, il n'y a pas de limite en vrai. Et puis, non, il n'y a pas de piédestal, il n'y a pas de. Voilà, le piédestal ou le côté entre guillemets, on va dire, élitiste, pour moi, c'est quand tu es en battle, tu vois. En battle, voilà, faut être intouchable, faut être le meilleur, faut faire partie de l'élite, voilà, c'est peut-être à ce moment-là, mais sinon, non. Moi, je suis, tu sais, moi, mon idole, vraiment, c'est Charlie Chaplin. Et lui, il a tout compris et il a tout dit sans parler. Et moi, je m'inspire de ça et je trouve que voilà, il a laissé des choses incroyables dont très peu de gens se servent ou peut-être plus, j'en sais rien, mais en tout cas, dans notre milieu à nous, hip-hop, break, tout ça. Et moi, voilà, je suis très inspiré par ce qu'il a fait et, euh, et ça me vient naturellement. Donc, ouais, je Hmm. continuerai à breaker ou danser partout où je pense que c'est bien. Si tu avais un film à sauver de Charlie Chaplin, ça serait lequel? À sauver, c'est-à-dire? Ben, si tu devais en garder qu'un seul, quoi. Oh, franchement, c'est dur là. Un seul, moi je peux pas en garder qu'un seul. C'est peut-être euh, ah, le dictateur, peut-être. Celui-là, il m'a touché parce que c'était voilà, il a réussi voilà, à, à rendre poétique toute cette période de l'histoire complètement sombre et ouais, et horrible quoi. Puis le dictateur, c'est un des seuls où il parle en plus, où il Oui, y a une prise de alors il y a parole à un une moment prise de donné. parole, mais là encore, le pied de nez qu'il fait, quoi, parce qu'il était complètement contre. C'est comment dire, lui c'était le cinéma muet, il voulait défendre ça, mais voilà, là il l'a fait, il y a du son, mais bon, c'est voilà,
il dit, c'est du gromelot, donc c'est un langage un peu particulier, avec un son complètement saturé pour dire au mec, hey, le son dans vos films, c'est pas bon, ça le fait pas. Donc voilà, enfin, c'est magnifique, tout le film, il est génial. Et donc toi, la même manière de Chaplin, t'essayes au minimum de prendre la parole pour laisser le plus de place possible au corps, ou c'est quelque chose que tu te permets quand même de faire? Ouais, ouais, non, le corps, je pense qu'il dit ce qu'il a à dire et il le dit bien. Et parfois, si j'ai besoin, je le ferai peut-être, tu vois, si ça le nécessite. Mais non, moi, je pense que je m'en sors très bien avec le langage du corps et que il fait le job. Il fait le job pour le moment, donc on verra. Peut-être plus tard, je sais pas, si, parce que c'est mon but aussi, le ciné. C'est le prochain C'est rêve la prochaine à étape. accomplir. On verra, ouais, peut-être, sûrement. Et est-ce que, genre, depuis le début, depuis que tu as commencé la danse, tu as toujours été dans ce truc je sais pas, d'apporter la danse là, on la trouve pas forcément, donc dans des canapés, dans des, dans des pubs d'horlogerie, des trucs comme ça, ou au début, tu étais vachement plus dans les battles et que dans les battles? Bah, moi déjà, avant même les battles, j'étais en compagnie. Une compagnie qui s'appelle Trafic de Style. Et déjà, en 97, je dansais déjà avec des objets. Donc un porte-cintre, une porte sur des ressorts, des sacs poubelles. Vraiment, déjà à l'époque, dans cette compagnie, je faisais ça. Donc ça a toujours fait partie de mon ADN en fait. Et, c'est parce que j'avais aussi un grand-père qui était un Chaplin à sa manière. Donc je pense que ça vient de là aussi. Et ouais, même après, quand j'ai intégré Wanted et qu'on bougeait en soirée, moi je dansais sur les canapés. Pareil, quand il y en avait dans les boîtes, dans les clubs, parce qu'à l'époque, il y avait la culture du clubbing, au Queen, sur les marches. Enfin voilà, j'ai toujours eu ce truc. Mais, et aussi, quand j'ai commencé le break, vraiment, et que j'étais pas dans les fondations, les bases, j'étais déjà dans des trucs plus glissés, machin, j'étais déjà, voilà, hors de la boîte. Et on me l'a souvent, très très longtemps reproché. Mais voilà, moi, je voulais pas me travestir quelque part. Et quand t'es dans une culture donc comme le hip-hop où tu sais, les gens ils ont quand même l'habitude de faire ce qu'il faut en fait avec des codes bien précis, Mhm. des pas de base bien précis, on dit qu'il faut maîtriser tout ça, et que toi tu sors complètement de ce circuit-là, comment tu fais face à toute cette communauté? Bah, déjà, j'y fais face parce que j'ai pas le choix, parce que pour faire tous ces mouvements de base et fondations, tout ça, mes genoux ne me le permettaient pas parce que j'avais des problèmes aux genoux. J'avais pas de flexion du tout aux genoux. Et moi, je voulais absolument faire du break, donc il fallait que je trouve d'autres directions, d'autres chemins corporels. Et de toute façon, même si on me le reprochait à l'époque, je pouvais pas le faire. Euh, et quelque part, c'était un cadeau. Moi, j'ai toujours dit, les bobos, les blessures, c'est des cadeaux voilà, pour se renouveler, pour se réinventer, pour prendre d'autres chemins artistiques et corporels. Et voilà, donc moi j'ai. Ouais, alors parfois c'était dur à entendre, c'était blessant, vexant, mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre, quoi? Jusqu'à ce que je tombe nez à nez avec Wanted, qui était complètement dans cette philosophie, et waouh, ça m'a sauvé. Ça s'est fait comment d'ailleurs la rencontre avec Wanted? C'était une vraie rencontre amicale et ça s'est fait tout de suite. Vas-y, viens dans le crew. Non, non, c'était en 98, on préparait avec un chorégraphe l'inauguration de la Coupe du Monde de foot, et il y avait plein de breakers, dont Wanted. Ils étaient quatre du groupe à l'époque. Et à un moment, bon, on répète, il se passe des choses. Moi, je savais très bien qui ils étaient. Et bah, à un moment donné, ça part en battle, cypher, hop. Alors, moi, j'étais avec, à l'époque, un b-boy qui s'appelait Kofi et Boulard, donc région parisienne. Nous trois contre eux quatre. Et voilà, quand ils dansent, je me reconnais vraiment dans ce qu'ils font. Et je fais waouh, j'ai l'impression de voir mes frères de danse, quoi. Et moi, quand je danse, ils se disent la même chose. Et c'est tout naturellement, une fois qu'on a fini cette session, ils sont venus me voir, on s'est parlé, ils m'ont dit, mais il faut que tu sois avec nous, il faut que tu sois avec nous. C'est clair, tu
t'es dans notre délire, t'es dans notre monde. Et moi, j'ai dit, ouais, complètement, c'est vrai. Et ça s'est fait comme ça. Ça, c'est beau, j'ai l'impression que ce genre de rencontre, aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer que ça se passe. J'ai du mal à imaginer au jour d'aujourd'hui, en battle, des gens venir voir ceux d'en face et dire, c'est trop beau ta danse, tu fais comme nous, viens, on se met ensemble. J'ai l'impression Ouais, que c'est c'est plus pas. l'actualité. Aujourd'hui, c'est complètement différent. À l'époque, il y avait encore cette naïveté, cette innocence. Et parce que voilà, il y avait rien d'autre que les cyphers. Il y avait même pas encore de battle comme il y a aujourd'hui, tu vois. Il y avait des cyphers, il y avait la culture clubbing, donc on allait dans les clubs et tout se faisait naturellement, quoi. Tout se faisait, ouais, instinctivement. Et aujourd'hui, ouais, c'est un autre monde. C'est pas que c'est moins bien, c'est juste différent. C'est avec les outils d'aujourd'hui, les choses se font différemment. Et tu disais que là, c'était en 98 que ça s'était passé, Mhm. tout ça. Et tu as commencé à danser en 96, Ouais. 97. Donc au final, enfin, pour que tu marques Wanted comme ça, c'est que quand même tu avais déjà un bon petit niveau. Tu as dû poncer quand même pour qu'en 2 ans, tu en arrives à là, quoi. Bah, déjà, quand j'ai commencé le break, moi, je faisais déjà des accros tout seul. J'ai appris tout seul dans les bacs à sable, les aires de jeu à côté de chez moi, à Cergy. Et j'étais à fond dans les sports de combat. Donc, j'étais déjà très athlétique. J'ai toujours été, en fait. Et, euh, et vraiment, quand j'ai commencé le break, c'était, comment dire, c'est allé très, très vite. C'est allé très, très vite parce que déjà, j'avais très, très faim de break. J'avais soif d'apprendre. Je bougeais. Voilà, je me rappelle, j'allais à Châtelet, j'habite Cergy hein, à l'époque. Je prenais le RER, et je restais à Châtelet pour voir les actuels, tout ça s'entraîner. Moi, je bougeais pas d'un pouce, mais je les regardais. En regardant, j'apprenais. Et après, une fois qu'ils avaient fini, moi, j'avais plus de RER. J'attendais le premier RER jusqu'à 5 heures du mat, tu vois. Ah Ouais, ouais, ouais. ouais. C'était comme ça à l'époque. Il y avait pas Uber, j'avais pas le permis, tu vois. C'était autre chose. C'était autre chose, mais ça me faisait kiffer parce que il y avait que ça et je pouvais pas faire autrement. Mais ça m'allait. Pour moi, il y avait aucun problème. Et dès que j'avais récolté de l'information visuelle, j'essayais de la recréer avec ma morphologie, à ma manière, avec mon ressenti à Cergy, tu vois. Ça veut dire que quand tu étais à Châtelet, à observer les actuels, il n'y a aucun échange verbal qui se faisait avec eux. Il n'y a jamais eu un moment où Gabin, je sais pas, Karima, Karim t'ont expliqué des choses, juste y aller timidement, entre guillemets, tu regardais, Non, et non, chez toi, tu reproduisais. rien, aucune interaction, rien. Déjà, moi, j'étais trop impressionné pour aller leur parler. Et il y avait beaucoup de gens qui gravitaient autour, donc il y avait les actuels, mais il y avait aussi d'autres b-boys. Hein. À l'époque, je voyais déjà des Lamine, Gigi, Nel, qui étaient déjà là, qui avaient déjà un niveau assez impressionnant. Et, euh, et voilà, moi, j'étais dans mon coin, je regardais. Des fois, j'allais un peu plus loin, où il y avait les plus jeunes, et il y avait Nabil, Napster, qui était là aussi, je me rappelle, il avait 15 piges, 14-15 piges, je crois. Donc, des fois, on se montrait des trucs et il me disait viens, je te montre un truc, tac, là. Donc, voilà, si je devais bouger, c'était loin d'eux, quoi. Et non, eux, c'était leur place carrée, tu vois, sous le cinéma, à côté de l'entrée de la piscine. C'était leur endroit, c'était leur sanctuaire et c'était pas n'importe qui, n'importe quand qui venait faire quelques moves, quoi. Ça me donne envie de poser deux questions différentes, mais pour rester un tout petit peu encore sur les actuels et toute cette période-là, aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce qu'on en garde de cet héritage-là, de cette période-là? Quels en sont les restes aujourd'hui? Est-ce que tout a été oublié? Est-ce que ça s'est transformé? Alors, pour ma génération, il n'y a rien qui a été oublié et pour moi, c'est mes héros. Vraiment, c'est mes héros. Euh, les- Pas que les actuels, mais beaucoup les actuels, mais pas que. Aussi Quintessence avec Nabil, avec Alassane. Euh, Moi, je peux pas oublier ça parce que, tu vois, même là, je t'en reparle, ça me fait un truc, je retrouve les sensations et tout ça. Enfin, mais je pense que pour les générations, les nouvelles générations, en tout cas, la génération actuelle, enfin, je sais pas si ça existe une génération actuelle, mais pour les jeunes b-boys d'aujourd'hui, je pense que c'est oublié parce que eux, ils ont d'autres héros.
Tu vois, ils ont des héros plus récents. Et tu vois, ils ont des héros plus liés au Red Bull BC One, tu vois, à cette époque-là plutôt, tu vois. Et plus des héros individuels et pas en crew, quoi, tu vois. Donc encore une fois, c'est différent. Mais voilà, chaque époque a ses héros. Et toi, quand enfin, je sais pas si t'enseignes, j'imagine que tu as déjà donné des cours de Ouais, ouais. danse, que tu as déjà enseigné des gens. Dans ta transmission du break, tu leur expliques un peu l'histoire et tout ce qu'il y a eu avec Actuel ou pas? Tu essaies de leur transmettre ce que toi, ça t'a apporté? Ça, je le fais, mais pas dans les workshops. Je le fais vraiment quand je rencontre dans les événements ces jeunes-là. On en parle, je leur en parle parce que euh, ça fait partie de la transmission et c'est l'histoire du break français aussi. Et, mais pas lors de mes workshops. Lors de mes workshops, là, je suis vraiment dans le mouvement de mon approche du sol, d'où elle vient. Et elle vient aussi beaucoup de Karim Barouche, des actuels. Voilà, au niveau du toucher, Karim, paix à son âme, c'était quand même exceptionnel, cette félinité dans le corps qu'il avait. Et je parle beaucoup de ça. Et moi, j'en ai un peu hérité aussi de ça, parce que c'est vraiment c'était euh, comment dire, mon but absolu, voilà, de toucher le sol sans faire un seul bruit. Aujourd'hui, mon fils qui a 5 ans, des fois, il va au sol et je lui dis, attends, viens, on fait un jeu. On fait du break, des mouvements, mais on ne doit pas faire de bruit, comme les ninjas ou les guépards. Il est fan de guépards. Il me dit, d'accord. Et voilà, donc c'est ça. Moi, ce que j'enseigne, dans le mouvement, c'est ça. Donc, la félinité, le toucher, tu vois, la beauté du geste qui vient de Karim Barouche, Actuelle Force, tu vois. Et, moi, je sais que quand j'enseigne le break, il y a un grand volet sur les Ouais, bases. Étant donné que t'as pas non plus poncé les bases, comme tu le dis dans différentes interviews, ouais. tu leur apprends quoi? Tu leur apprends quand même des bases Alors, ou tu vas alors les directement bases, dans j'y tout suis venu plus tard. J'y suis venu une fois que mes genoux étaient mieux, que j'avais les flexions complètes de mes genoux pour avoir les postures correctes. Déjà, je les ai apprises pour moi, pour les avoir bien. Donc même si je les fais jamais, j'ai de très bonnes bases, mais je les fais pas. Et je les fais pas parce que j'aime pas, hein, mais je les ai. Et quand j'enseigne des cours de break à des débutants, bien sûr, je leur dis que ça, c'est les fondations du break, du b-boying, donc, ou b-girling. Et, et bien sûr que je leur montre. Et je leur dis que c'est très important et qu'à partir de ces bases, on peut faire des centaines de variantes, comme le fait très bien Jade et Légitime. Hmm. Je trouve que c'est toujours un peu difficile quand t'es jeune et que t'as un prof, par exemple, qui va pas faire tant de bases que ça, Mhm. de te dire, ah, faut que je fasse les bases pour arriver à ce niveau-là, tu vois. Genre, moi, je sais que quand j'étais jeune et que je voyais mes profs, je me disais, mais il fait aucune base qu'il nous a appris aujourd'hui, tu vois, et qu'après on cerclait, tu vois. Ouais. Et du coup, des fois, je me demande comment faire pour que mes jeunes, ils se disent, ouais, faut poncer les bases pour arriver là, quoi. Alors, moi, quand j'enseigne à des débutants qui ont une très très petite idée du break, déjà de leur apprendre les bases, c'est déjà pour eux un truc de ouf. Quand c'est des breakers qui ont déjà un petit niveau ou une vision du break un peu plus étendue, et là c'est différent. Il faut d'abord leur montrer les cartouches. Et une fois que tu as montré les cartouches, tu leur dis voilà, pour faire ces cartouches, il faut certaines bases. Donc il faut la faire un petit peu à l'envers, tu vois. Euh, Tu leur montres le gâteau, mais pour le manger, le gâteau, ah, il faut les ingrédients. Et de là, les ingrédients, eh ben, tu leur donnes, puis ils prennent ou pas, hein. Après, on verra comment sera leur gâteau, mais moi, je la joue comme ça. Après, bon, moi, quand je donne mes workshops, d'ailleurs, je fais tout un truc de workshop où j'enseigne ma méthode. Les gens qui viennent, il n'y a pas forcément que des b-boys, il y a des danseurs contemporains, danseuses contemporains, euh, il y a des house dancers, danseurs hip-hop, il y a quelques b-boys, b-girls qui viennent aussi, mais il y a tout. Donc, quand ils viennent à mes workshops, je sais ce qu'ils veulent. Et il faut que je délivre. Mais avant de délivrer, je leur dis, OK, avant de délivrer, il faut passer par la félinité. Comment tu poses ta main? Comment tu, Quand tu poses ta main, tu pars de la première phalange, tu développes parce qu'il faut pas que ça fasse de bruit, pas d'à-coup, il faut que tout soit
contrôler, maîtriser. Enfin, tu vois, ça les fait chier, mais ils se disent, OK, on doit passer par là, d'accord. Donc, voilà, les bases, les fondations d'un mouvement, c'est important et tu peux pas les nier, quoi. C'est Hmm. l'alphabet. Je switch un petit peu de sujet, mais c'est pour rester un petit peu dans, dans, dans les questions sur la construction de ton style, de ton identité, etc. Tu parlais tout à l'heure de ton grand-père, tu disais qu'il était à la Chaplin, Ouais. etc. Et un truc qu'on aborde des fois dans ce podcast, on se demande comment ça se fait que des gens sont plus créatifs que d'autres, comment tu as des gens qui deviennent artistes et d'autres qui le deviennent pas. Et on se demande souvent si ça prend racine dans l'éducation que les gens ont eue. Toi, dans ton enfance, ton grand-père, du coup, j'imagine entre autres, et peut-être d'autres éléments, il y a eu des choses importantes qui ont fait que ta créativité était stimulée et qui expliquent que rapidement tu as pris des chemins comme ça originaux. Alors, ouais, mon grand-père, je le voyais pas souvent parce qu'il habitait en Turquie. Donc, je le voyais soit les étés pendant 2 mois ou des fois, il venait chez nous quelques mois. Donc, dès qu'il était là, c'était la fête. Il y avait pas de temps pour une routine familiale, enfin, tout ça, tu vois. Donc, dès qu'il était là, il se passait toujours quelque chose. Il se déguisait, enfin, il dansait, il sautait, il faisait des grimaces incroyables, il faisait tourner sa clope dans la bouche, il en sortait deux, il me faisait des tours de magie. Dès que j'avais tu vois, des potes qui venaient à la maison, et il nous faisait faire, il nous jetait sur le canapé en nous faisant faire des accros. Enfin, voilà, c'était ça. Et puis lui, ouais, il faisait le show, il faisait le spectacle, quoi. Donc ça a profondément marqué mon enfance. Et quand il n'était pas là, eh ben, je faisais comme lui. Je faisais comme lui. Et, euh, et je montrais à mes parents ou je me donnais en spectacle. Donc, se donner en spectacle, tout le monde, tous les enfants l'ont ça. Mais moi, je me donnais en spectacle comme si j'étais mon grand-père déjà, mais un artiste. Voilà, j'avais un public. Moi, quand j'allais faire mes saltos au bac à sable, là, j'attendais que quelques personnes de l'immeuble à côté apparaissent à la fenêtre, qui me regardent pour qu'ils se disent qu'est-ce qu'il fait pour que j'ai un public. Ah, j'ai mon public, c'est bon. Alors, je regarde de temps en temps en haut, est-ce qu'elle me regarde? Elle me regarde, ouais, c'est bon, allez, vas-y, je peux y aller. Tu vois? Il y a, C'est bien, c'est honnête de le dire parce que tu as plein de gens qui font ça, mais, mais qui mais assument pas d'attendre le tout regard. le monde le fait, c'est impossible. Tu ne, En tant qu'artiste, danseur ou n'importe quoi, tu ne fais pas les choses que pour ton être à toi. Tu as besoin d'être vu, d'être applaudi, d'être reconnu. Enfin, voilà, l'ego a une importance dans ce qu'on fait. Il faut l'avouer, il faut le dire, parce qu'on veut récolter des applaudissements, des compliments et tout ça, tout ça. Ça fait partie du jeu. Et puis ouais, moi, il y a aussi eu un autre truc. Dans ma cité, il y avait un caïd incroyable. Tout le monde avait peur de lui, c'était voilà une terreur. Et un jour, à la maison de quartier, un soir, il y a une soirée cabaret, comme il faisait, et il y avait des petits, voilà, des petits trucs, des petites pièces de théâtre, des petites chorégraphies de danse par l'association Pas de Deux à côté, tout ça. Et un soir, j'y vais, et je vois cette caïra incroyable faire un monologue en théâtre, et je l'ai trouvé waouh! Et moi, je dansais pas encore à l'époque, j'étais pas du tout dedans. Et moi, je le vois faire, je prends une claque déjà. Je me dis, mais moi aussi, je vais faire ça. Moi aussi, que je veux que les gens m'applaudissent parce qu'ils me regardent faire quelque chose. Et ça m'a vraiment aidé voilà, à, à me donner encore plus en spectacle. Et surtout, je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour que les gens aient l'impression de voir un spectacle? Donc, qu'est-ce que je peux faire et je n'en sais pas encore, pour que je puisse me donner en spectacle? Donc là, voilà, j'allais au bac à sable pour apprendre à faire le salto tout seul, à faire quelques figures. Je faisais des coups de pied, je faisais du nunchaku aussi à l'époque. Je faisais des shows de nunchaku, ouais. J'ai eu un nunchaku entre les mains, je me suis dit, bah voilà, je vais faire des spectacles de nunchaku à la prochaine soirée cabaret à la MJC. Et ça a démarré comme ça. Hmm. D'autant chercher le regard du public, on pourrait penser que des fois ça amène à faire tout et n'importe quoi pour attirer le regard. Mais ce que je constate quand même aujourd'hui, c'est que ce que toi tu présentes au public, ça reste quelque chose de subtil et de raffiné. Donc je pense qu'il y a aussi à un moment donné la question que tu t'es posée de je veux que les gens me regardent, mais je vais quand même pas faire n'importe quoi. Et du coup, il y a un certain sens de respect du public, non? Alors,
Ouais, déjà, moi, euh, de faire n'importe quoi. Donc, après, attention, hein, moi, j'ai déjà, à partir de n'importe quoi, pondu des trucs pas trop mal. Donc, c'est pas à négliger. Mais, toujours un n'importe quoi dans une, euh, dans une quête artistique, une quête de vouloir présenter quelque chose euh, par respect pour le public, pour le faire voyager ou l'impressionner, et pour moi-même aussi, parce que, et c'est le problème aujourd'hui, avec Insta, pour quelques likes et des vues, bah, les gens, ouais, ils font n'importe quoi, vraiment. Ils prennent des risques, ils se ridiculisent, mais bon, s'ils sont OK avec ça, c'est cool pour eux. Non, moi, j'avais vraiment euh, envie de présenter quelque chose de correct. Correct parce que je suis OK avec ce que je montre, correct parce que je veux que le public soit content. Donc j'ai toujours eu ce truc un peu d'altruisme, de vouloir satisfaire l'autre pour que l'autre soit bien, et d'égoïsme aussi. Ça, voilà, un artiste qui n'est pas égoïste, pas dans le sens égoïste comme on l'entend un peu vulgairement, mais où voilà, on veut récolter des compliments et des applaudissements, tu vois. Ça fait partie du jeu et il faut l'embrasser, il faut l'accepter et jongler avec l'égoïsme et l'altruisme qui donc à un moment donné donne voilà un peu de respect au public, forcer un peu son intelligence euh, et ça a toujours été important pour moi. En tout cas aujourd'hui ça l'est vraiment et, euh, et après je suis pas en quête de comment dire. Je me suis jamais dit il faut que ce soit raffiné, il faut que ce soit comme ci ou comme ça. Moi, je me suis toujours dit, ça sort comme ça sort. Si c'est sorti comme ça, c'est parce que c'était le mood à ce moment-là, de cette journée-là, et c'est sorti comme ça. Voilà. Et est-ce que par rapport à toute ta recherche du regard de l'autre, des applaudissements et tout ça, est-ce que pour toi, vivre de l'art, ça a toujours été, on va dire, une sorte de logique? Est-ce que, enfin, est-ce que depuis le début que tu as commencé à faire toutes ces petites choses, tu t'es dit, vas-y, plus tard, c'est sûr, je vais être artiste? Quand j'ai vu la caméra de mon quartier, là, ouais, là, je me suis dit, je veux être artiste. Je veux être artiste. Là, j'ai vraiment eu cette volonté. Et, euh, et aussi, je me suis pas dit, je veux vivre de l'art. Je me suis dit, je veux me nourrir de créativité pour créer. Mon but, ça a vraiment été, alors oui, bien sûr, alors on devient artiste, on est artiste et tout ça, mais moi, dans ma tête, c'était, OK, et aujourd'hui, ça l'est encore, qu'est-ce que je vais bien pouvoir créer? Que ce soit quelque chose de grand, que ce soit quelque chose de petit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir créer? Ça a toujours été ma quête, mon leitmotiv, en fait. Et, euh, et après, bah oui, ça a donné après, suite au fait que je puisse vivre, entre guillemets, de l'art, ouais. Et Hmm. moi, j'ai jamais eu aucun autre job que ce que je fais aujourd'hui. Wow, c'est beau. Ouais, j'ai de la chance, vraiment. Et dans les choix de vie que font certains artistes, je sais pas si tu en as déjà rencontré des comme ça, mais il y a certains artistes qui disent, moi, pour préserver, je sais pas, l'intégrité de mon art, je préfère faire un autre métier à côté pour pas dénaturer ma danse ou mon art, pour pouvoir faire mon art juste quand je le veux pour moi, pour pas le dénaturer. Toi, je vois que du coup, c'est l'autre choix que tu fais, quoi. C'est clairement, ça prend l'entièreté de ta vie et de ton métier, etc. Toi, t'as jamais eu peur que ton art soit dénaturé? Non, enfin, que mon art soit dénaturé, je sais pas vraiment ce que ça peut vouloir dire. Parce qu'à partir du moment où toi, tu sais que tu es artiste et que tu vas faire un autre job pour pas te dénaturer, en quelque sorte, tu te dénatures déjà. Enfin, c'est comme ça que je le reçois. Ce que tu me dis là, mais non, moi, je me laisse vivre en tant qu'artiste et je me donne pas de limites, déjà. Euh, et Tu vois, la question, pardon, pour donner un exemple concret, par exemple, ça serait, on te propose une publicité de danser dans tel cadre, tel contexte. ah, ok. Et ben, est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, ah, est-ce que je dis oui? Est-ce que je vais pas me retrouver peut-être à danser d'une manière où je me sens trop contraint, où je suis trop obligé de modifier ma danse pour d'autres personnes, d'une manière, tu vois? Ouais, non, ça, ok.
vu comme ça, non, je peux comprendre. Il y a des gens qui sont très, très, comment dire, je sais pas quelle définition je pourrais donner à ça ou quel adjectif je pourrais assembler à cette vision, mais non, ouais, c'est des gens, voilà, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils veulent pas surtout. Moi, j'ai jamais trop su à l'époque ce que je ne voulais pas. Donc, moi, je me suis retrouvé à danser avec Kamel Wally sur Star Academy, avec des costumes incroyables. Mais vraiment, je me suis retrouvé torse nu avec un espèce de legging moulant et un drapeau à la main, tu vois. Mais j'assume parce que, ouais, il y en a plein, ils se sont foutus de ma gueule, mais j'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses. J'ai dansé, ouais, en slibard à la télé, des chorégraphies un peu contemporaines ou commerciales, mais j'ai kiffé parce que j'ai appris. Donc je me suis pas dit: «Ouais, non, je suis un b-boy, je me dénature». Non, c'est qu'est-ce que je vais en tirer? Qu'est-ce que je vais apprendre? Mais encore une fois, j'étais OK. Bon, quand même des fois je me disais: «Bon, tu es en train de faire un truc là quand même, est-ce que» je me posais des questions, mais je me disais: «Non, je peux pas me mettre, m'enfermer dans un truc et ne pas m'ouvrir, c'est impossible». Parce que je me disais déjà et même les Wanted, hein, Baba, paix à son âme, il me charriait de ouf! Il me disait: «Mais tu es un fou, qu'est-ce que tu fais en slibard là-dedans? Tu es un malade!» Mais vraiment, il me le reprochait. Mais parce que lui, voilà, il avait une certaine vision de la chose et moi je lui disais: «Mais Baba, genre moi voilà, je suis ouvert à à à l'apprentissage d'autres choses, même si je suis en slibard à la télé, c'est pas grave. Je l'assume, il y a pas de problème», tu vois? Il me disait: «Ouais, mais tu vois, dans le hip-hop, et je comprenais sa vision, mais moi j'en avais une autre et je regrette absolument pas, je te jure. Et j'ai tellement appris, ça m'a tellement apporté. Franchement, je trouve ça super enrichissant en fait. Et je peux pas m'empêcher de m'enrichir. Je fais une transition du coup vers le métier de chorégraphe qui est une de tes casquettes et notamment vers l'aventure chorégraphique qu'il y a eu quand tu as travaillé pour Madonna. Mhm, Dans des interviews, tu parles du fait que avant d'être la personne qu'on connaît, la bête de scène qu'on connaît, la super chanteuse qu'on connaît, tu disais que Madonna c'était un puits de savoir artistique justement et que c'est ce genre d'exemple où toi tu as l'impression d'apprendre énormément, même en faisant des grosses scènes et en travaillant pour ce genre de production. Et est-ce que tu as des exemples, par exemple, concrets d'outils en coulisses ou ailleurs que Madonna t'a dit, t'a donné, de choses qui t'ont vraiment servi par la suite? bien sûr, Madonna, ouais, c'est vraiment c'est fou le savoir artistique qu'elle a. Et des exemples, il y en a plein. Tu vois, on est en répétition et à un moment donné, la ref pour un tableau, c'est Keith Haring, l'artiste américain, new-yorkais qui est décédé. Elle était amie avec lui en plus, tu vois, donc déjà juste ça. Et à un moment donné, parce que la ref, c'est ça, elle vient avec tout un tas de bouquins sur lui, sur ses œuvres, pourquoi, d'où c'est né, d'où ça vient. Donc, tu vois, la démarche déjà, c'est pas juste on prend des liens YouTube, on regarde un peu deux, trois trucs. Non, on va dans le deep, on approfondit. Tu vois, son histoire, pourquoi, quelle était l'idée derrière tout ça. Et t'apprends de ouf. Et je me dis, putain, ouais, ok, le processus de création, là, c'est un autre délire. Et, et à un autre moment, on est en tournée, on est à Amsterdam, on est off. Et on est off, la meuf, elle dit, ok, j'ai privatisé le musée Van Gogh, on y va. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu te dis, putain, waouh. Et moi, avant d'aller au musée Van Gogh, je me documente sur Van Gogh parce que j'ai envie de comprendre les œuvres. Donc, je fais la même démarche qu'elle fait, elle, en répétition, quand il y a une ref à propos d'un tableau à chorégraphier. Tu vois ce que je veux dire? Et, et ça change tout. Donc, j'arrive au musée Van Gogh et je vois des œuvres et je me dis, ah ouais, ça, c'est le japanisme parce que le voyage au Japon, machin, tu vois. Et on apprend et c'est constamment comme ça. On est à Florence, allez, château des Médicis, privatisé, on y va. On est à Istanbul, la mosquée Hagia Sophia, qui était une église, l'église Sainte-Sophie avant. Et c'est que des trucs comme ça. Et t'apprends. Et tu te manges des tartes. Et voilà. Et la meuf, elle était pote avec Basquiat. Elle était pote elle est sortie avec Tupac.
Elle te parle de ses moments avec Michael Jackson, au moment où il faisait tel ou tel album. Enfin, là, tu fermes ta gueule, en fait. Tu dis, ouais, les gens, ils disent Madonna ci, Madonna ça, mais la meuf, elle sait tout sur tout. Elle était pote avec les Rocksteady Crew. Voilà. Elle te parle de Mr. Freeze. Quand moi, la première fois, elle me voit, elle me dit, OK, est-ce que tu peux faire plus de freeze? À un moment, tu as fait ce freeze-là, j'ai bien. Tu te dis quoi? Mais d'où déjà, tu connais le terme freeze. Et après, elle te dit, bah, moi, j'étais pote avec les Rocksteady. OK, madame, Wow. d'accord. Et en vrai, tu devrais un peu avoir la pression, non? Enfin, genre, la première fois que tu l'as Mais vue, bien comment ça s'est sûr, passé? mais bien sûr. Enfin, non, la première fois que je l'ai vue, je sais pas qu'elle sait tout ça. Mais le moment où on me parle de freeze et tout ça, là, je me dis, oh là là, attends, je peux pas lui faire à l'envers, en fait. Elle sait ce que c'est, tu vois. Et en même temps, elle me disait, ouais, alors, fais tes trucs de Gollum. Elle m'a vraiment dit ça, hein. Tu vois, les trucs un peu chelous au sol, là. Elle m'a dit, ouais, do your stuff like Gollum, but also put some freeze, some b-boy attitude, machin. J'ai dit, ah ouais, ok, d'accord. La meuf, elle sait ce que c'est, elle sait de quoi elle parle. Et Gollum, la comparaison, moi, j'ai kiffé. Gollum, tu vois, quand tu le vois dans le film, il a quand même une manière de bouger qui est assez spéciale, tu vois. Enfin, il a une félinité aussi, un truc animal. Donc, elle a capté, la meuf. Je me dis, ok, madame. Énorme. Et pour parler du coup du métier de chorégraphe dans ce genre de cadre-là, parce que bah, il y a des jeunes chorégraphes, des chorégraphes qui écoutent ce podcast aussi, le milieu de la chorégraphie qu'on connaît pas mal, ça va être celui des théâtres avec, allez, maximum 5, 10 danseurs sur Ouais. scène. Quand tu te retrouves à devoir chorégraphier des spectacles avec le Cirque du Soleil ou pour Madonna, avec autant de moyens, c'est-à-dire avec autant de gens sur scène, avec une scène si grande, avec autant de gens qui regardent, des possibilités de lumière qui sont extrêmement variées, euh, comment on fait pour pas perdre pied et garder une notion de l'ensemble et quand même avoir des bonnes idées avec ce nombre d'outils incalculables qu'on a sous la main? Alors déjà, il faut savoir un truc, c'est que quand tu as tous ces outils, vraiment, tout est là déjà à l'avance. Le travail, il est presque fait, j'ai envie de dire. Mm. Parce qu'on t'offre une scénographie. On te dit, voilà, la scénographie, elle est là, c'est ça. Toi, tu n'as pas besoin d'y penser. La lumière, tout ça, tu n'as pas besoin d'y penser. Tout ce dont tu dois t'occuper, c'est le mouvement. Et alors, tu lui montres une fois, deux fois. Il y a des chorégraphes, ils ont pété des plombs, hein. Ils ont montré, tu vois, 10 versions différentes. Non, la meuf, elle n'est pas contente. Et à un moment donné, bah, elle change de chorégraphe. Donc ça met la pression. Ah ouais. Mais non, moi, tout ce que j'avais à faire, elle me disait, mais fais ce que tu as l'habitude de faire, mais avec moi. Donc je devais chorégraphier un duo que j'avais avec elle. Euh, Moi, ça va, j'avais pas à chorégraphier des dizaines de danseurs, tu vois. Mais même si c'était le cas, c'est facile parce que tout est déjà prêt, en place, tu Mm. vois. Mm. Et toi, tu as juste à faire tes mouvements. Ou alors, si tu veux proposer des trucs et elle te laisse la possibilité de proposer, tu vois, elle est open à ça. Alors, il y a une pression, bien sûr, mais tu sais que ce que tu vas présenter, ça va être embelli fois 1000 parce que la lumière va être ouf, parce que la scénographie va être ouf. Donc, toi, tu peux être que motivé de dire putain, waouh, ok. Et donc, il y a de la pression, mais c'est pas genre, tu te dis pas, waouh, comment je vais gérer tout ça. Non, parce qu'il y a toute une équipe derrière, malgré tout, qui gère avec toi. Et quand tu viens pas en tant que chorégraphe au service d'un projet qui est déjà, on va dire, ficelé sur plein de points, mais que toi, tu es à l'initiative d'un projet, je pense par exemple à ta pièce 1 millimètre au-dessus du sol, c'est Ouais. ça? Et que du coup, à ce moment-là, tu dois partir du début parce que tu dois penser aux propos, à ce que tu as envie de faire, peut-être aux lumières, etc. Comment s'est passé ce projet, par exemple, si c'est celui-là Alors, dont... ce projet, c'est le seul solo que j'ai fait. Il durait 1 heure. Je suis allé chercher le premier chorégraphe de Trafic de Style avec qui j'ai débuté. Parce qu'il connaît mon ADN, il a participé à la construction de mon ADN. Donc, je suis allé vers lui, je lui ai dit, écoute, Sébastien Lefrançois, il s'appelle, je lui ai dit, Ouais. je veux faire un solo. Tu m'as connu dans mes débuts, on va commencer des débuts, je veux que ce soit avec toi. Donc, lui, je sais très bien comment il travaille. On a fait des paquets de recherches, d'ateliers.
mais vraiment, hein, c'est la partie la plus dure en fait. Voilà, on est reparti, on a replongé dans 97 et ci et ça. Fallait faire beaucoup d'impro, il y avait beaucoup de contraintes avec lesquelles développer du mouvement. Et au final, bah, c'était ouais, mon ADN et la sienne, parce qu'il y a participé, qui était sur scène, tu vois. Il y avait un pianiste, une rampe, je dansais avec une panière à linge, les téléphones à l'ancienne, avec le cordon et tout ça. Euh, et c'était magnifique. Et lui, encore une fois, tu vois, je l'ai laissé gérer la lumière, parce qu'il connaissait un mec en lumière qui était très bon. Je l'ai laissé gérer plein d'autres choses comme ça, de mise en scène, parce que moi, je pars du principe que tu sois créateur, artiste, ce que tu veux, on ne crée jamais rien seul, c'est impossible. Pour moi, franchement, ça n'existe pas. Et celui ou celle qui dit si moi je fais tout seul, non, tu mens. Parce que même si tu n'es pas tout seul, il y a quand même eu l'inspiration d'un tel ou d'un tel, il y a quand même eu ci, il y a quand même eu ça. Donc au final, c'est voilà, il y a toujours des gens autour qui ont participé ou qui participent à ce que ton œuvre devienne ce qu'elle est. Et je suis assez d'accord avec toi, mais je me fais un peu l'avocat du diable exprès. Par Ouais. exemple, un gars comme James Thierry, qui est le petit-fils de Charlie Chaplin, de ce qu'on de ce qu'on entend et ce qu'on sait de son travail, c'est que c'est quelqu'un qui a envie d'avoir la main mise et sur les costumes, Ah oui. et sur la chorégraphie, et sur le jeu, et sur les lumières, et qui a besoin de tout faire, tout vérifier à l'avance. Donc, est-ce qu'il y a quand même pas des gens il n'y a pas des gens qui existent, qui ont besoin de tout faire eux-mêmes? Ou est-ce que selon toi, quand même, on a Alors, toujours besoin d'autres bien personnes? sûr, non, lui, oui, il a main mise sur tout et, euh, et Madonna, c'était pareil. C'était pareil. Jusqu'au à la couleur du rouge à lèvres de la danseuse sur scène, elle avait un avis là-dessus, quoi. Et James D'accord. Thierry, ouais, effectivement, il est comme ça. Et moi, pour avoir côtoyé des gens qui connaissent un peu comment il bosse, bah, déjà, il a une équipe incroyable qui lui permettent d'avoir main mise, parce que pour avoir main mise comme ça, surtout, c'est qu'il y a du backup. S'il n'y a pas de backup, tu peux pas. Ou alors, faut être, je sais pas, faut pas dormir. Mais non, effectivement, lui, il a son avis sur les costumes, sur la création des costumes, avec les gens qui, tu vois, avec les costumiers en question. Pareil pour la scénographie, pareil pour le reste. Donc, bien sûr, lui, il donne naissance visuellement, on va dire, ou je sais pas trop, j'ai jamais travaillé avec lui à tout un concept, tout un spectacle. Mais encore une fois, il est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Mm. Et, euh, et vraiment, de tout faire tout seul. Et moi, j'aime son travail, hein, j'adore, je suis fan de ce qu'il fait. Faut du backup, faut des gens derrière, sinon c'est pas possible. Est-ce que pour toi, la définition d'un artiste accompli, c'est quelqu'un qui va donner son avis et qui va travailler sur toutes les facettes du spectacle, donc les lumières, sur bah, la danse, sur les costumes, ou pour toi, un chorégraphe qui va juste s'occuper des mouvements et qui va laisser le taf au mec qui gère les lumières, bah, de gérer les lumières, c'est aussi pour toi un artiste accompli. Bah, tu sais, quand tu es chorégraphe dans un spectacle et qu'il y a un metteur en scène et qu'il y a le mec qui fait les lumières, le scénographe, tu es forcément amené à faire des propositions. Parce que toi, en tant que chorégraphe, tu as aussi une vision et via ton expérience. Donc, ouais, les idées se croisent. Les idées se croisent et c'est plutôt bien. Et en France, ça se fait. Aux États-Unis, pas du tout. Aux États-Unis, chacun reste à sa place, chacun gère son secteur. Tu peux parfois, peut-être, mais c'est pas pareil. Mais en France, ce qui est bien, c'est que voilà, tu vois, chacun peut émettre une idée sur un moment donné, parce que moi, ma chorégraphie, à un moment donné, elle va être comme ça. Je peux aller voir le mec de la lumière et lui dire, écoute, à un moment donné, ça sera comme ça. Peut-être qu'on peut essayer ci, ça. Et ouais, ok. Mais même moi, en tant que chorégraphe, les danseurs, ils me proposent des choses et je me dis, ah ouais, bien vu. Et être artiste, c'est ça aussi, c'est de pouvoir accepter les idées des autres, mettre son ego de côté pour dire, ouais, je ne suis pas tout seul, vous êtes là aussi, vous m'apportez des idées que je suis susceptible d'utiliser. Mm. Et ça enrichit le travail, ça enrichit le spectacle. Et après, bon, il y en a, je ne citerai pas de nom, mais des chorégraphes qui reprennent carrément des trucs tout entiers, et c'est un peu décevant.
Parce que tu vois derrière les gens qui ont donné naissance à ça, qui se plaignent, qui se disent, mais il m'a volé. Donc ça, c'est moins bien. Ceci dit, Picasso a dit, les bons artistes copient, les grands artistes volent. À méditer. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. On parle, bon, le plagiat, c'est un truc ça a toujours été une grande question dans le break, dans les Bien battles de sûr. ouf, mais dans l'art de manière générale. Et j'allais encore une fois me faire l'avocat du diable en disant, est-ce que finalement ça serait pas bien de s'en foutre des gens qui copient et de se dire que c'est une bonne chose de copier parce que plus on se copie tous, plus l'art va avancer et peu importe les égos et les gens. Alors, Et- j'ai un avis très tranché sur ça. Et je vais la dire comme ça. Si on ne te copie pas, c'est que ça ne marche pas. Voilà. Donc, moi, moi, il y a plein de danseurs, danseuses, et en plus des blazes, tu vois, qui m'ont pris des trucs. Mais je suis hyper content. Bien sûr, vas-y. C'est un compliment même. Même sur les taufs, tu vois, même sur les photos. C'est un Et compliment. donc, Merci. Vas-y. Je ferai mieux. t'es et en toute honnêteté, tu es hyper content dans la réflexion, mais est-ce qu'à la seconde où tu découvres le truc, il n'y a pas un tout petit instant de Bah, picotement bien de quelque sûr. chose? Mais bien sûr que le picotement, il est là. Parce que, mine de rien, toi, le truc, il est sorti de ta tête. Et en plus, il y a une histoire derrière. Et ça m'est arrivé en cypher, le mec, il me regarde dans les yeux avec les yeux du chapeauté, tu vois. Et il fait le mouvement en me regardant. Alors, sur le moment, je me dis, oh! Mais après, je me dis, bon, quand même, ce danseur, là, en ce moment, ce b-boy, il est en train de tout péter, c'est un gros blaze. Quel meilleur compliment, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, ce que tu dis, bien sûr, en toute honnêteté, ça pique. La première seconde, là, tu te manges un petit coup de slash, un petit coup de poignard. Mais, avec le recul, tu te dis, bon, bah, ok, d'accord, c'est charmé. Mais c'est bizarre parce que j'aurais pensé que tu allais avoir un autre avis, notamment par rapport au battle contre Top 9, où on t'avait dit que tu avais pompé un move et ça t'avait. T'étais sorti, t'étais énervé, tu vois. Les Et gars, je me dis, ah, les gars, il a pas apprécié du tout. non. Et là, du coup, ce que tu me dis, j'ai l'impression que c'est un peu le contraire. Alors, quand tu fais un battle, t'es un autre personnage. Un battle, c'est un spectacle. Clairement, voilà, aujourd'hui, je vais le dire. Ce moment-là, c'était du pur acting. Acting pur. En vrai, j'en avais rien à foutre. Mais l'ambiance était un peu molle. Voilà, on était à Salzbourg, en Autriche. C'était quand même la finale. Moi, je me retrouve avec Lamine alors que ça devait être quelqu'un d'autre. Et je me dis, ouais, un peu de piment, tu vois. Allez, je vais me la jouer un peu, le mec, tu vois, Ouais, à ce moment-là, j'étais Belmondo. Tu vois ce que je veux dire? J'en avais rien à foutre, en vrai. Et à la fin, il est vu, carrément, bah, Flying Buddha, ses yeux, ils sont arrondis. Il est venu me voir, il m'a dit, oh, Yaman, sorry, sorry. Je dis, mais non, frère, tranquille. Oh, c'était pour délirer. C'était le fun, c'était l'acting, c'était le personnage. Il me dit, oh, ok, ok. Je lui dis, mais quand même, je suis pas un pompeur. Il m'a dit, mais moi, je l'ai fait pour te déstabiliser. Ah, bah, alors on est quitte. Tu vois? C'est du spectacle, les mecs. Mais tu vois, vous êtes tombé dans le truc. Je suis un bon acteur. Ouais, bien joué. Ouais, t'es bon. Même Lamine, il me connaît, il était mort de rire après. Il disait, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, t'inquiète. Voilà, c'est que ça. On, on arrive sur les dernières minutes de la conversation. Du coup, on va faire des choix de questions. Ouais. Euh, Moi, ça me donne envie de poser une petite question juste avant de parler d'un autre sujet, mais par rapport à l'écriture artistique et surtout pour revenir sur la chorégraphie, à la technique. Il y a de plus en plus de danseurs qui font des écoles de breakers, danseurs hip-hop qui font des écoles pour devenir danseurs sur scène dans des théâtres, etc. Et une question que les breakers posent souvent, et je me dis que peut-être tu as une réponse, c'est comment est-ce que je fais pour mettre ma technique à l'intérieur à l'intérieur d'une danse sur scène. Autrement dit, comment est-ce que je peux mettre un salto, un 90, un tour sur la main, sur la tête, et bien l'intégrer à l'intérieur de quelque chose qui est censé raconter une émotion, raconter quelque chose, et que ça n'ait pas l'air juste Gratuit. de quelqu'un qui s'arrête de raconter quelque chose pour faire son salto et qui redémarre. Ça, c'est un gros problème parce que je le vois beaucoup encore aujourd'hui dans des grosses compagnies où d'un coup, les mecs s'arrêtent, boum,
Thomas Coupole. Pourquoi tu as fait ça, mon gars? Et encore une fois, c'est comment tu l'amènes. Le secret, il est dans, tu peux faire tout ce que tu veux, un salto, un double salto, le truc le plus perf que tu puisses faire même dans un truc un peu qui traite d'un truc un peu grave, mais c'est comment tu l'amènes. Vraiment comment tu l'amènes. Et le secret, il est là, en fait, c'est que il y a tout un tas de, je sais pas comment, j'ai un exemple. Sur Insta, j'ai posté à un moment un truc où j'ai une grosse éponge et je nettoie le sol. Et à un moment donné, l'éponge, parce que je suis en train de faire ça, tu regarderas ou les gens regarderont, je m'aperçois que l'éponge, elle est balèze et qu'elle rebondit. Du coup, eh ben, le rebond s'invite dans le mouvement et le rebond, il devient de plus en plus grand. Et le rebond, à un moment donné, il me fait faire un petit freeze, pas un freeze de ouf, mais tu vois, c'est un exemple, c'est comment tu l'amènes. C'est quel mouvement minimaliste, petit ou qui n'est pas du tout un mouvement de break, il peut t'amener en crescendo, tu vois, en mouvement croissant vers un 19 ou vers un salto, tu vois. Et tu peux le faire, le salto, il n'y a aucun problème. C'est comment tu l'amènes. C'est pas genre, euh, tu vois, là, je suis en train de te parler, ouais, on fait une interview, tout ça, et je me lève, je fais un saut. Non, c'est comment tu l'amènes. Il y a tout un cheminement. Et le plus dur, en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça parce que d'un coup, bah, le mouvement, il n'est pas gratuit et il s'est invité sans que toi, tu le vois pas arriver, quoi. Et donc, tu réfléchis dans les deux sens, c'est-à-dire que des fois, est-ce que tu réfléchis à partir de il faut absolument que je mette ce mouvement technique, comment je vais pouvoir l'inviter dedans, ou est-ce que tu réfléchis toujours dans l'autre sens en te disant je pars d'une ambiance, de quelque chose que je suis en train de dire, et peut-être qu'à un moment donné va s'inviter un mouvement technique, mais c'est toujours dans ce sens-là, ou ça peut venir dans les deux Ça sens. peut venir dans les deux sens. Moi, je suis plus dans l'expérimentation et en me disant, waouh, attends, on va voir quel mouvement va naître à partir de là. Donc, un mouvement que j'ai dans mon vocabulaire à moi, qui est dans mon répertoire. Ou alors, on peut très bien se dire, OK, il faut que je place 5 tours 19, comment je l'amène? Tu vois, les deux sont corrects, les deux sont OK. Et c'est deux manières de faire différentes, mais le fond du travail est le même. J'ai l'impression que quand tu crées, tu pars beaucoup d'objets, enfin, tu t'imposes un peu une sorte de petite contrainte. Est-ce que des fois même dans les moves qu'on peut retrouver dans tes passages de battle et tout ça, est-ce que des fois ça t'arrive d'arriver en training et tu te ramènes avec une éponge ou avec un petit ballon de foot ou des trucs comme ça, un peu comme fait Meno, des fois tu regardes pas mal de vidéos de Meno, il est en train de taffer des moves, mais genre sur des petits ballons et tout ça, mais genre vraiment pour l'ouvrir à différentes issues, tu vois. Est-ce que toi aussi dans tes trainings, quand tu veux taffer des passages de break, des trucs comme ça, pour créer tes petits codes, tu vas partir d'une contrainte bien précise. Alors, la contrainte, je pars de la contrainte quand la contrainte s'invite à moi. Je vais pas aller la chercher. Et vraiment, moi, je m'inspire de tout ce qui nous entoure au quotidien. Et, euh, et après, pour le break, j'ai pas trop, tu vois, en battle, enfin, j'allais pas me ramener avec une éponge, j'allais pas dire au mec, ce move, il arrive parce qu'avec l'éponge, tu vois ce que je veux dire. Mais le travail est possible. Vraiment, de s'entraîner avec des accessoires au training et d'arriver sans et faire ton passage au battle, c'est très intelligent de le faire parce que justement, euh, au niveau sensoriel, cet objet t'aura apporté un truc que tu vas pouvoir retranscrire dans ton passage et qui va donner naissance à plein de nouveautés. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me dis, c'est bête que les b-boys, big girls n'utilisent pas d'objets dans leur training. Moi, aujourd'hui, sans objet, sans contrainte, je me fais chier. Franchement, je préfère 1000 fois danser avec un mur, un canapé, une éponge, un mètre, n'importe quoi, parce que je sais qu'il va se passer un truc. C'est un duo. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, en training, trouve un accessoire qui va t'amener sur de la nouveauté. Et quand tu fais ton passage en battle, tu seras en duo, même si l'accessoire il n'est pas là, il sera né de cet accessoire. Donc tu es en duo. Enfin, et les gens ne le voient pas, mais toi tu sais, tu vois, c'est un truc hyper fin, smart, intelligent et c'est une bonne manière de créer. Moi à l'époque, en 2004, j'avais un CD-ROM qu'un pote danseur contemporain m'avait filé.
de techniques de développement de mouvement par William Forsythe, très grand chorégraphe contemporain. Et j'avais halluciné. Tu vois, le mec, avec ses bras, il dessinait des cercles. Donc, tu voyais le cercle qui apparaissait à l'époque, c'était ouf, waouh, un cercle. Et ce cercle, il développait et, avec sa tête, son épaule, ses jambes, ses pieds, et ça donnait tout un tas de nouveaux mouvements, tu vois. Moi, déjà, en 2004, j'ai eu la chance de voir ça et j'ai capté direct. Je me suis dit, OK, j'ai capté. Et j'ai capté. Et pourquoi ce cercle, au lieu d'être virtuel, il ne serait pas réel? Alors voilà, j'allais prendre des cerceaux et tout un tas d'autres objets comme ça. Et j'ai l'impression que tu t'es pas mal nourri de toute la sphère contemporaine, de plein de choses différentes, du cinéma et tout ça. Est-ce que tu l'as fait parce que tu trouvais que dans la culture hip-hop, il y avait un manque de cette ouverture à d'autres choses, ou c'était genre purement personnel? Et que, enfin, genre, quand je te dis tu t'es ouvert parce qu'il me manquait ce truc dans le hip-hop, c'était dans le sens en mode pour apporter quelque chose de nouveau dans le hip-hop et voir si ça va piquer un peu les gens et qu'ils vont aussi s'ouvrir à d'autres choses, ou c'était juste parce que toi tu kiffais ça et t'as envie de partir dans ça et après bah, si ça plaît aux gens, tant mieux. C'était un peu de tout ça. C'était un peu de tout ça dans le sens où je trouvais que, et c'est surtout à l'époque, il y avait un regard très limité sur le hip-hop, sur le break, tout le reste. Tu vois, c'était très codé, fallait pas sortir des clous et tout ça. Ça m'ennuyait un peu, donc c'était une des raisons. Il y avait aussi le fait que je kiffais, tout simplement, être, euh, être hors des clous et ne pas faire comme les autres, vraiment. C'était un kiff. Et c'est surtout, j'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé un coffre avec là les pièces d'or. Et je me suis dit, waouh, putain, personne n'est au courant de ça. Je vais le garder secret et je vais me faire un kiff. Tu vois, j'avais vraiment l'impression d'avoir découvert un trésor. Et, euh, et au final, le hip-hop, c'est contemporain. Parce que contemporain, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'aujourd'hui. Et le hip-hop, ça a toujours été en accord avec le monde d'aujourd'hui, que ce soit à l'époque ou même de nos jours. Tu vois ce que je veux dire? Et, et la force de la danse contemporaine, donc celle qu'on connaît euh, d'avant et d'aujourd'hui, enfin, elle a été beaucoup plus riche de tout ça, du fait de vouloir sortir des clous et, euh, et de ne pas faire comme tous les autres, même si c'était à un moment donné très très chelou. Et j'ai vu des trucs chelous. Mais je me disais, ok, c'est chelou, d'accord, mais l'idée derrière, peut-être qu'elle est beaucoup plus intéressante elle va m'enrichir. Donc je cherchais à savoir pourquoi, même si le résultat sur scène ne me plaisait pas, mais je voulais savoir quelle était l'idée derrière tout ça. Et souvent, bien plus que le résultat, l'idée, elle est très riche. Mais d'ailleurs, on va terminer en te posant une dernière question en parlant d'aujourd'hui. Je serais intéressé de ton constat de où en est le break aujourd'hui. Je m'explique. Bah, ça fait 25 ans que tu danses. Et il y en a qui dansent depuis 25 ans, mais qui n'ont plus un œil régulier sur ce qui se passe dans les battles. Mhm. Or, toi, tu es encore juge souvent. Donc, je pense que tu fais partie de ceux qui ont toujours eu un œil sur ce qui se passait. Et encore aujourd'hui, tu es juge et tu vois comment le break a évolué. On entend différents types de constats. T'en as qui disent le break est complètement en train de péricliter, de perdre en profondeur, de perdre en originalité. T'en as d'autres qui disent qu'il y a une scission entre le break athlétique et le break artistique. Voilà, il y a tout type de constats. Toi, quel est le tien? Moi, mon constat est que tout dépend de là où se fait le break, l'endroit. L'endroit et de qui il est entouré, ce break à ce moment-là. Je te donne un exemple. Euh, j'ai jugé le premier championnat de France à Aix, fédéral. Le niveau était très bien, j'ai kiffé, j'ai vu des trucs. Voilà. Le niveau était, voilà, j'avais rien à dire sur le niveau. Euh, Sauf que dans le public, il y avait une certaine catégorie de personnes. Euh, Maintenant, comme c'est fédéral, il y a tout un protocole qui s'est invité. Et ça m'a un petit peu, parce que c'est tout nouveau, parce que ça vient de se faire, ça m'a un petit peu fait bizarre. Je me suis dit, ok, j'ai quand même vu du break. Les b-boys et les big girls m'ont fait kiffer, mais il y a un truc qui va pas. Et je me suis aperçu que c'était une certaine catégorie de personnes qui étaient dans le public,
qui ne savait pas trop ce qu'il voyait, et qui ne savait pas trop peut-être l'apprécier à sa juste valeur. Euh, Tu vois, le contrôle antidopage qui est arrivé à un moment donné, parce que voilà, maintenant tout est contrôlé. Je me suis dit, bon, attends, c'est bizarre quand même tout ça. La Marseillaise, je suis pas contre la Marseillaise du tout, hein, mais tu vois, un battle, une Marseillaise, à un moment donné, ça fait toujours. Tu dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, le niveau était charmé. J'ai vu du break, j'ai vu des mouvements que je connais très bien, que j'ai kiffé, qui m'ont fait vibrer. Et juste après, je vais à la Marginal Jams. Et j'ai vu la même chose, mais dans un endroit différent, avec des gens différents. Euh, Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? On Ouais. n'était pas dans la même coquille. C'était la même chose, mais dans deux coquilles différentes. Du coup, selon la coquille dans laquelle tu es, euh, ça peut être, comme tu dis, périclité ou ça peut être un peu biaisé, transformé, mal interprété et tout ça, tu vois. Et pour en revenir au niveau, moi je trouve qu'aujourd'hui, euh, alors c'est soit il y a des jeunes, des petits jeunes, des moins de 20 ans, pour moi aujourd'hui c'est les plus forts. Ils te sortent des mouvements venus de l'espace où moi je me dis waouh, c'est incroyable. Ou c'est athlétiquement parlant très haut niveau et créativement parlant très haut niveau aussi. J'en vois. Et j'en vois où athlétiquement c'est au point, rien à dire, c'est impressionnant. Créativement c'est moins bien, c'est des choses qu'on a déjà vues et je me dis peut-être que ceux-là ils se cherchent encore, tu vois, artistiquement, qu'ils n'ont pas trouvé et ils sont dans la tendance parce qu'il faut montrer ce que les juges ou ce que le milieu veut voir. Donc, ils ne prennent pas trop de risques à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dissocier le côté athlétique et artistique du break. Tu vois ce que je veux dire? Ça a toujours été athlétique, ça le restera. Et ça a toujours été artistique, ça le restera aussi. Pour moi, on peut pas les diviser et ça n'est point divisable, à mon avis. Parce que malgré tout, même si le mec est pas trop créatif et plus athlétique, il y a quand même une part de une part d'artistique parce que il est sur scène, parce que il y a une musique et que peut-être que même s'il n'y arrive pas, il essaye de prendre le son et que peut-être que lui dans sa tête, il est artistique même si on le voit pas. Tu comprends ce que je veux dire? Donc il y a tout un tas d'informations comme ça qu'on ne sait pas. On n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants, mais on ne peut pas finalement que juger ce qu'on voit visuellement sans avoir approfondi l'idée du protagoniste. Voilà. Merci pour le constat. On arrive à la fin de la conversation Yes. et le petit rituel qu'on a, c'est qu'on demande toujours à la personne avec qui on discute de poser une question pour l'invité suivant. L'invité suivant qu'on a juste après toi, c'est Mehdi Baki. Ah, Mehdi Bakri. Quelle question t'aimerais lui poser ou quel sujet est-ce que t'aimerais qu'on aborde avec lui? Le sujet avec Mehdi, c'est. Attends, j'hésite entre. Mehdi Baki, je le connais bien. Enfin, je le connais bien. Je l'ai bien connu. Je l'ai vu à ses débuts, carrément. J'aime beaucoup l'artiste qu'il est devenu. Alors, ma question, c'est est-ce qu'il est plus. Je fais exprès, hein. Est-ce qu'il est plus contemporain ou b-boy? Voilà, c'est ma question. On précisera que ça viendra de toi, comme ça la question aura un goût particulier. Mais je fais exprès parce que j'ai donné ma définition du mot contemporain et je m'y tiens, c'est ce que je pense vraiment. Mais voilà, c'est ma question à Mehdi Baki. Es-tu plus danseur contemporain ou b-boy? Ça marche. Ou les deux, je sais pas. Voilà. Merci beaucoup, Yaman. C'était du lourd, merci bien. Merci à vous. On a réussi finalement. On a réussi après des déboires technologiques. On a été au-dessus de ça. Ouais. Merci les gars en tout cas voilà, de m'avoir sollicité, d'avoir pris le temps et ça m'a fait plaisir. Avec Cool. plaisir partagé. Passe une bonne journée. Vous aussi les gars. Ciao.